Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci Alizé pour cet accueil. Oui, je vais être le Parisien de service. Je sais ce que ça fait à chaque fois que je vais dans une autre belle région. Non pas pour donner une leçon, surtout pas, pour expliquer effectivement ce qu'il faut faire ou pas faire. Vous saurez mieux que nous le faire dans vos territoires, bien évidemment. C'est un retour d'expérience, il vaut ce qu'il vaut. On a la chance d'être la ville capitale, on a la chance effectivement, notre pays est très centralisé, très concentré, de bénéficier d'un certain nombre d'atouts et d'un certain nombre de difficultés. La région parisienne, la métropole parisienne, par son hyperdensité, génère aussi un certain nombre de facteurs sur lesquels, effectivement, on peine parfois à faire progresser les choses. Pour commencer, je voulais vous passer un petit film. Je vais laisser la régie le lancer pour ne pas faire de bêtises. J'espère qu'il pourra commencer, effectivement, à vous apporter quelques éléments d'inspiration. Salut, moi c'est Tim. Et ça, c'est mon quartier. Il est sympa, vivant et jeune, comme moi. Ce quartier, j'y suis né et je l'aime. Mais entre nous, il y a quand même quelques trucs qu'on pourrait améliorer. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de gens sympas. Un peu comme elle, tiens. En même temps, c'est son métier. Elle est là parce qu'on est dans un quartier d'imagination urbaine. Un quartier d'innovation urbaine. Ouais, voilà, innovation. Ça tombe bien, j'ai plein d'idées. Allons-y. Bon, là c'est vraiment très gris. Imaginez cet immeuble avec des palmiers, des plantes, des fleurs. Peut-être que ça ferait venir les oiseaux. À côté de ça, il y a des coins super qui ne sont jamais utilisés. Et si on demandait leur avis aux jeunes, il y en aurait des bancs, des jeux, des arbres. On pourrait même innover sur les boîtes aux lettres. J'adore imaginer le quartier dans quelques années. Surtout qu'en ce moment, il y a plein de travaux. Par contre, ça fait du bruit et de la poussière. Il y a des grues et des camions partout. Et si on imaginait un aspirateur géant qui viendrait aspirer tout ça, et un système pour mieux voir le chantier. Et les tunnels, ça peut faire un peu peur, surtout le soir. Allez hop, lumière. Les trains, c'est bien. Enfin, ça dépend pour qui. Pour nous, ça veut dire il faut faire un énorme détour pour traverser. Et si on mettait une immense passerelle pour les piétons, les vélos et les overboards, avec des jets d'eau et des plantes, ça serait stylé. Pareil pour le périph', c'est immense, rempli de voitures, hyper bruyant, infranchissable. On fait comment? Et si on enlevait les voitures pour mettre une grande forêt, un lac où on pourrait se baigner, un grand espace pour faire du sport et produire de l'énergie? Et voilà, ça c'est chez moi. Et je peux vous dire que ça bouge. On n'a pas peur d'imaginer, d'inventer et d'essayer pour rendre la vie meilleure. C'est ça un quartier d'innovation urbaine. Évidemment, il y a beaucoup de rêves, il y a beaucoup de choses irréalisables et que nous n'ambitionnons pas de réaliser. Je ne parle pas du périphérique simplement. Un élément simplement, et je vais entrer dans le détail de cette présentation. On n'a pas parlé de numérique dans cette vidéo, et je vais revenir dessus. Et c'est très important. Vous avez parlé de territoire numérique et vous avez commencé à parler de territoire durable. Donc je reviendrai sur cet élément. Si je ne le fais pas, surtout vous levez la main. Paris & Co, qu'est-ce que c'est? On est comme Grand Innov. Sylvain Dorschner est un vieil ami. On a fait nos premières heures ensemble. Alors pas sur les bancs polytechniques, j'ai pas eu ce privilège-là ou cette intelligence-là, mais en tout cas, on a travaillé ensemble effectivement sur ces métiers. On est une association, on a une vocation d'intérêt général, et notre mission, c'est cette promesse que vous avez en haut: générer ensemble. Le ensemble est clé. On l'a déjà dans notre nom avec le & des solutions durables. C'est de se positionner non pas effectivement comme quelqu'un qui se contente d'exprimer des problématiques, des besoins. Ça, on va aller les gratouiller, on va aller voir les élus, les grandes entreprises pour les faire exprimer leurs grands enjeux, parce que les grands opérateurs peuvent déceler un certain nombre de choses. Et puis, on va aller chercher des solutions durables, évidemment, sur le plan économique, bien sûr, et social et environnemental aussi, auprès des entrepreneurs, quels qu'ils soient, qu'on qualifie de start-upers, qu'on qualifie d'innovateurs sociaux, qu'on qualifie de cadres d'entreprise, des personnes qui, effectivement, sur l'expression d'un besoin, sont capables de dire moi j'ai une solution.
Et le job de Paris Sanco, donc c'est une équipe d'une petite centaine de personnes, on va accompagner effectivement la mise en œuvre, la mise en mouvement de ces innovations, soit par la croissance de start-up, on accompagne 500 start-up chaque année dans nos murs sur différentes thématiques, et puis ce qui nous intéresse aujourd'hui par des programmes d'expérimentation dont le but est de révéler le champ des possibles sur ces innovations et de le porter à la connaissance des décideurs. Je ne vais pas suivre mes slides parce qu'en fait, ce n'est pas du tout intéressant. Je vais revenir un tout petit peu en arrière dans l'histoire. On a démarré en 2008 avec l'hôpital des 15-20 à Paris, qui est près de la Bastille, qui est un hôpital dédié à la malvoyance. Et le but, c'était de tracer des espaces depuis la place de la Bastille jusqu'à l'hôpital des 15-20, qui est à 300 mètres à peu près en arrière, pour aider effectivement les malvoyants à aller dans cet espace urbain très dense, très risqué, peu aménagé à ce moment-là, 2008, on est avant le réaménagement de la place de la Bastille évidemment, et faire que les médecins, les chercheurs de l'Institut de la Vision qui est associé puissent effectivement tester in vivo in situ les solutions pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, apprendre de l'erreur. On a revendiqué très haut, très fort le droit à l'erreur, systématiquement. Il y a une chose que l'on n'aime pas, c'est la faute, c'est-à-dire de répéter une erreur. Donc on doit apprendre de nos erreurs. Et c'est la base de l'expérimentation, et c'est ce que l'on veut proposer au travers effectivement de ce défi, c'est d'amener finalement les acteurs publics et les acteurs privés à faire des erreurs. Et c'est génial l'erreur, dans le cadre de l'expérimentation, parce qu'en fait, vous pouvez vous planter, ça n'a pas de conséquences. Si votre mobilier urbain, parce que c'est un de nos premiers programmes, ne marche pas très bien, on l'escamote discrètement, personne ne s'en souvient, vous retournez à l'atelier, que ce soit une petite boîte, une grande boîte, et puis les acteurs publics, les acteurs territoriaux peuvent se dire « tiens, effectivement, ça n'a pas marché parce que notre système d'apport en électricité dans le trottoir est fichu comme ça, parce que la vitesse à laquelle on a pu mettre en œuvre tel système de sécurité autour du mobilier nous posait tel… » Voilà, on va apprendre plein de choses, on va l'évaluer, et ça, c'est aussi notre mission, pour restituer à chacun des éléments de progrès. Madame la Présidente, vous parliez de formation. La même chose. Pour moi, l'expérimentation est un parcours de formation, c'est un parcours d'apprentissage qu'on a voulu dans un premier temps, c'était une volonté politique portée par le maire Bertrand Delanoë à ce moment-là, d'outiller finalement les acteurs publics, les agents publics, pour réceptionner tous ces signaux d'innovation, être capable d'être innovation compatible, parce qu'on était en 2010… certains d'entre vous ont comme moi quelques cheveux gris qui pointent, au début de ce mouvement start-up très puissant, et Paris a voulu se positionner à l'échelle monde pour devenir une des capitales majeures, et ce qu'on a à peu près réussi, pour accueillir effectivement des entrepreneurs innovants, des entrepreneurs qui vont pousser les murs basés sur l'innovation. Et pour ça, pour pouvoir que ça se réalise, il y a un seul sujet qui va intéresser un entrepreneur, enfin j'espère, c'est la réalisation de son chiffre d'affaires, et c'est le résultat économique, la performance de son entreprise. Donc il faut qu'on trouve les moyens d'accélérer tout ça. Et quand ce sont des solutions au service des transformations urbaines, on est confronté à l'acteur public. Donc il faut que tout le monde progresse à la même vitesse. Les entrepreneurs vont vite. Les entrepreneurs start-up sont de petite taille, dont ont des capacités effectivement de fameux pivots, de se faire des torticolis, d'être agiles, etc. Comment la machine administrative, comment la machine politique, qui a son système de contraintes, et c'est valable pour les grandes entreprises qui ont aussi leur système de contraintes, les grandes entreprises ont aussi leur rigidité, leurs freins, ils sont risques adverses, etc. L'expérimentation, c'est cet outil-là. C'est cet outil absolument formidable de confrontation de choses qui sont en apparence contraires, de gens qui ne vont pas forcément penser avec le même système de contraintes, et pourtant, il va falloir qu'on échoue éventuellement ensemble et puis qu'on réussisse après. Quelques forces pour conduire ce programme, 10 années d'expérience, d'expérimentation, oui c'est le cas, puisqu'on a expérimenté le modèle d'expérimentation. On s'est aussi pas mal cassé les dents. Le programme dont je parlais, qui s'appelait Paname sur l'Institut de la Vision, a été globalement une réussite parce qu'on a accompagné une petite quinzaine de projets, mais globalement un échec dans sa performance globale, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à provoquer des effets leviers à partir de là, malgré le label extraordinaire de l'Institut de la Vision. On n'a pas réussi à ce que les entreprises qui ont testé bénéficient de ce label et que ce soit un levier pour accélérer leur marché. Donc on a posé le sac. On s'est arrêté durant presque 2 ans, puis on a redémarré en 2010-2011 avec un programme sur le mobilier urbain intelligent. Et là, on s'est ramassé, mais ça a été… il y a eu 40 programmes 40 solutions expérimentées, mais en fait, on a voulu tout expérimenter. Et il y a plein de choses qui ne s'expérimentent pas. On n'expérimente pas Vélib. On y va, parce qu'il y a une taille critique. Il y a des solutions de réseaux sociaux qu'on n'expérimente pas. Je ne suis pas sûr que Zuckerberg ait totalement expérimenté Facebook. Il aurait peut-être dû. Mais il y a des choses, effectivement, il faut un courage politique, il faut y aller, il faut foncer. Sur d'autres sujets, effectivement, et c'est là qu'on va faire poser aujourd'hui beaucoup de notre expertise, c'est-à-dire qu'on n'expérimente pas tout
toutes les solutions qu'on nous propose. Il y en a trop déjà. Et on veut se concentrer. Donc il y a un parcours d'apprentissage, mais je crois que effectivement toutes les équipes de grands testeurs le font également. Et une approche multisectorielle sur les enjeux de la ville durable. On veut assumer et porter haut et fort l'idée que le monde est complexe. On a trop de discours qui nous amènent à penser que le monde est binaire, qu'il y a des gentils et des méchants, voilà, qu'il y a du 1 et qu'il y a du 0. Je ne dis pas ça pour les gens du numérique, mais à un moment ou à un autre, moi j'aimerais bien qu'il y ait du 1,1, du 1,2, etc. Le monde est complexe par la pluralité effectivement des gens qui constituent effectivement la ville. La ville, c'est un organisme vivant. Et donc, on doit effectivement réussir à aller chercher des compétences dans des secteurs très variés. Ce qu'on aime bien faire de notre côté, c'est un peu ce qu'on s'est amusé à faire dans cette petite vidéo, c'est à montrer des choses impossibles, à oser du rêve, à oser qu'on va fermer le périph' et qu'on va le transformer en espace vert. Je laisse à la maire de Paris le soin de porter ce discours, bien évidemment, si elle a envie de le faire. On sait que globalement, ce n'est pas très réalisable à court terme. Et pourtant, si on se prêtait à rêver de ce genre de choses. Et donc, on va devoir mobiliser des compétences qui sont très différentes de celles qu'on avait imaginées. Quand je travaille avec les services de la ville, ce sont des directions, je pense qu'on retrouve ça au Grand Reims, il y a des directions de la voirie, il y a des directions des espaces verts, il y a une direction de la petite enfance, etc. Ce qui est très amusant, c'est d'aller croiser ces directions-là. Si on met les espaces verts dans les écoles, ça donne, vous verrez une photo plus tard, je vais avancer sur mes photos, je vais passer sur les partenaires, on va se retrouver effectivement à repenser complètement l'école au regard de son verdissement, au regard de la présence du vivant dans l'école. Si on avait laissé la direction de la petite enfance faire toute seule, elle n'aurait pas eu les outils. Ce n'est pas une histoire d'intelligence des gens, c'est vraiment une histoire d'outillage, de compétences un peu différentes, et c'est les jardiniers qui sont venus aider. Et les exemples comme ça, on peut les démultiplier. Et c'est vraiment ce que l'on veut faire, et je reviens sur du coup la cartographie des partenaires sur ce programme spécifique. Paris Senco, on vit grâce à une centaine de grands partenaires publics et privés. On a la ville de Paris et la métropole du Grand Paris représentent moins de 20% de mes financements. J'aime bien le préciser parce que c'est aussi une réussite d'un partenariat public-privé très important au service de l'intérêt général. Sur nos programmes d'expérimentation, nous avons ces acteurs-là. Chaque année, on rebat un peu la campagne pour trouver de nouveaux partenaires. Et vous pouvez voir qu'effectivement, ils sont constitutifs à la fois de la fabrique de la ville, au sens de la construction, mais aussi de son exploitation dans des portées assez différentes. Je pense que vous connaissez la plupart de ces grandes marques qui sont pour nous. Voilà. Et puis ça évolue en permanence. Le but du jeu, c'est de croiser ces regards. Et on va faire la même chose avec les acteurs publics. Les thématiques sur lesquelles on est, et c'était dans les échanges avec Alizé aussi quelque chose qu'on souhaitait vous évoquer, c'est-à-dire qu'est-ce que nous on détecte aujourd'hui à l'échelle de la métropole parisienne comme grands enjeux. Je pense que c'est des choses, et vous l'avez exprimé Madame la Présidente, que vous retrouvez inévitablement ici dans le Grand Reims, qui touchent beaucoup aux transitions écologiques. On a besoin d'accompagner la mutation de la ville de Paris, ville millénaire, extrêmement dense, c'est quand même... Certains quartiers de Paris, même la ville de Paris, c'est la ville la plus dense du monde. On l'oublie. Hong Kong, à côté, est beaucoup moins dense parce que ce sont des grandes tours qui sont distantes les unes des autres. Et puis, nous, on a eu le baron Haussmann qui s'amusait à faire des immeubles de 8 étages à quelques mètres les uns des autres avec des micro-cours qui créent des îlots de chaleur absolument incroyables. Et cette densité, on doit pouvoir l'accompagner. Donc, toutes ces thématiques sont vraiment au cœur de nos projets. Et on n'a pas mis le numérique devant, parce qu'aujourd'hui, le numérique est devenu en fait un outil indispensable systématiquement, et qu'on a surtout repositionné nos approches d'innovation sur des principes de la low-tech. Alors, si vous n'y êtes pas familier, j'aime mieux utiliser d'ailleurs le terme de juste tech, parce que ce n'est pas en opposition à la high-tech, mais c'est de penser sobriété, durabilité des projets et utilité finale. Et c'est systématiquement ce sur quoi on va s'adosser aujourd'hui, c'est-à-dire de penser l'innovation dans ces thématiques-là, et la crise énergétique que l'on vit actuellement nous y oblige encore plus, mais heureusement on avait un peu anticipé ces choses-là. L'entretien de la ville, l'entretien des systèmes numériques dans la ville, des capteurs, etc., est extrêmement coûteux, extrêmement lourd. On a des problématiques d'alimentation aux ressources rares, on a des problématiques d'entretien, etc., de panne. C'est pareil dans l'immobilier. Et donc c'est de penser, et c'est ce sur quoi nous on s'engage aujourd'hui, un développement de l'expérimentation entièrement basé sur ces principes de la juste tech. Donc discerner systématiquement le besoin d'une technologie de pointe. Ça n'est pas être contre la technologie. Dans de très nombreux cas, quand on travaille à l'hôpital, il nous faut de la technologie de pointe. Il nous faut les meilleures solutions technologiques. Il nous faut les meilleures solutions optiques. Il nous faut les meilleures solutions numériques. Quand on est dans l'espace urbain, quand on est dans l'exploitation bâtimentaire, quand on travaille avec des enfants ou avec des personnes âgées, on va repenser complètement cette démarche de l'innovation technologique. Quelques petits exemples très rapidement. Je pense que dans cet esprit-là, BRO avec la RATP, donc un élément aussi sur lequel on a beaucoup progressé, c'est qu'on a longtemps fait de l'expérimentation avec une start-up ou une association, et en fait on a beaucoup de mal à changer d'échelle. Aujourd'hui, la plupart des programmes qu'on va accompagner dans notre démarche d'expérimentation, ce sont des consortiums avec des petits et des grands.
Ça nous permet effectivement très rapidement d'avoir accès au marché et de muscler effectivement la dynamique de l'innovation portée. BRO avec la RATP, îlots de chaleur dans certains quartiers, minéralisation des sols à cause de l'emprise du tramway. La RATP nous a sollicité pour trouver un système de brumisateur des espaces d'attente, des gares, effectivement, du tramway. En apparence, on se dit, mais quand il pleut, il y a de l'eau sur les rails, où est le problème, quoi? Pourquoi la RATP a besoin d'eau? Puis en fait, c'était beaucoup plus compliqué que ce qu'on pensait. C'était extrêmement technique et on a pu trouver effectivement des répondants, une start-up qui a trouvé des solutions qui permettent effectivement de brumisateur. Un autre exemple, la ferme du Noix, je l'ai expliqué, il y a des éléments autour d'une école au bas de ce bâtiment. Et puis un point qui est les alchimistes en bas, là-bas, c'est un composteur en apport, un point d'apport volontaire, hein, comme on le fait pour des bouteilles ou autres déchets recyclables. Mais là, c'est avec du compost. Je vous laisse imaginer si on laisse ça, si ce n'est pas entretenu, si ce n'est pas accompagné. Donc l'idée était très sympathique, sauf qu'elle n'avait aucun modèle économique, soyons très clairs. C'était une bande de joyeux drill. Et en fait, il y a JC Deco qui est venu accompagner le programme d'expérimentation. Je crois que j'ai la photo un peu après, voilà. Et ça donne ça. Bon, on voit qu'il y a des designers de Deco qui sont passés par là, un petit peu de travail. Et surtout, c'est Deco qui a le modèle économique, parce qu'effectivement, Deco, dans son modèle de mobilier urbain, a, par l'apport de la publicité, par la rémunération via la publicité ou d'autres montages avec les collectivités, des leviers financiers qui permettent l'entretien de ce mobilier et donc du bac à compost. Voilà très rapidement quelques exemples de ce que l'on peut faire pour accompagner cette transition écologique, ces transitions écologiques, sociales, parce que typiquement on est avec les alchimistes aussi, ou Caracol à droite sur la colocation solidaire, sur des enjeux d'innovation sociale. On doit embarquer à nos côtés aussi les plus fragiles, utiliser l'innovation pour ça, c'est ce qui fera aussi que nos villes seront demain plus performantes. Et je crois que voilà. Et puis une extension, on bascule à l'échelle métropolitaine et j'en reste là. On était très parisien, donc avec des contextes urbains très spécifiques, non transférables dans pas mal de situations. Et on vient de lancer un appel à projet à l'échelle de la métropole du Grand Paris pour 3 nouveaux quartiers d'expérimentation. Et on sera ravis d'accueillir vos projets si à un moment ou à un autre vous ne trouvez pas dans le territoire de votre région de réponses possibles. On aura de jolis bacs à sable bientôt à l'échelle de toute la métropole, 3 en 2023 et probablement 2 supplémentaires en 2024. Je vous remercie. Merci beaucoup Loïc pour cette intervention inspirante et je finirai peut-être par rebondir sur votre intervention en disant effectivement que cette logique de terrain d'expérimentation qui est déployée actuellement par Paris Senco sur la métropole du Grand Paris, c'est aussi une perspective qu'on veut se donner dans le cadre de la région Grand Est de déployer plusieurs terrains d'expérimentation, sauf que nous on est une entité donc régionale et donc l'enjeu c'est d'embarquer plusieurs collectivités sur cette idée, cette perspective de devenir des terrains d'expérimentation et de pouvoir aussi mutualiser des projets.